nouveau mandat, donc de nouveaux projets. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter à tous une excellente année 2017. Il est encore temps, nous sommes à la fin janvier. Un grand merci à tous de vous d'être venus au 6e journée de la recherche clinique qui monte à la fois en contenu, en participation. Et cette année sont ici dans l'hôtel Médescrit sur l'ensemble des ateliers. Il y a des ateliers à 10-15 personnes et il y a des ateliers, notamment le réglementaire, qui a fait ça vraiment comble, puisqu'on a dû arrêter les inscriptions il y a une semaine à peu près, avec plus de 60 personnes inscrites, et on ne voulait pas aller au-delà pour que ça reste un échange convivial entre les personnes. Le dernier point, c'est l'année qui va venir va certainement continuer à être riche en événements, en textes, en règlements. Je crois que tous les efforts qui ont été faits ces dernières années voient leurs aboutissements dans les nombreuses textes, arrêtés, décrets qui ont été publiés, notamment sur la fin de l'année 2016. Ça va probablement se poursuivre en 2017, je le pense, avant l'arrivée du règlement européen en 2018. Donc soyons tous acteurs, attentifs et acteurs positifs pour que, effectivement, l'image de la France redevienne une terre d'attractivité pour toute la recherche clinique, soit interventionnelle ou non interventionnelle. Voilà, je m'en arrêterai là pour le résumé du webinaire. Bonjour, je suis Gaëlle Mariol et tout d'abord je remercie l'AFCRO ainsi que le bloc de la recherche clinique et Subsanté également de m'avoir offert cette place et d'avoir pu participer à cette journée, journée très intéressante puisque beaucoup d'industries sont présentes ainsi que pas mal de recruteurs. Alors j'ai pu également ce matin participer à un atelier de monitoring qui parlait de toutes les facettes du métier d'art. C'était très intéressant puisqu'on a pu voir tous les métiers, les différents postes que pouvait avoir un arc ainsi que les évolutions et les différentes passerelles possibles, donc en passant de CRO vers un labo. Il y a eu beaucoup de questions intéressantes et je suis très contente, j'ai appris des choses. Donc encore merci pour cette opportunité. Merci à toi Gaëlle. Par deux personnes du CRO, Aurélie Marot et Céline Fuchs, et par Bénédicte Loos de la PHP et moi-même d'un sponsor GST. Donc on a eu beaucoup d'échanges et on voulait juste vous faire part ici des quelques points qu'on a retenus pour conseiller à la fois le sponsor, à la fois la CRO et le site. Petit conseil si vous voulez améliorer votre relation entre arc et investigateur. Rien de bien nouveau, mais au moins on a tout analysé et on a posé. Donc je vais juste le restituer et si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Alors je vais commencer par le conseil du site parce que vous voyez le sponsor, la CRO et le site sont en fait regroupés autour du patient parce que c'est quand même dans la recherche clinique ce qui est intéressant pour nous. Donc le site, le conseil c'est d'abord d'avoir une communication CRO et sponsor très en amont du projet et commencer à discuter avec le site dès la faisabilité pour que la communication soit plus fluide. Limiter le nombre d'interlocuteurs. On voit aujourd'hui, les sites voient beaucoup dans les CRO plusieurs interlocuteurs différents en fonction de leur implication et participation dans l'essai. Et quelque chose qui a été très fort, c'est un app disponible et réactif. Voilà. On appelle, on a la copie du fil et on peut avoir un support. Quelque chose d'important qui a été dit aussi, c'est le partenariat entre CRO et sponsor. Et ça veut dire soyez solidaires entre vous et qu'on puisse ne plus savoir qui est le sponsor et la CRO, mais en tout cas que dans les décisions, tout soit homogène.
Les conseils de la CRO, c'est pour eux, là, on doit maintenir un étroit lien avec l'investigateur tout au long de l'étude, l'investigateur principal étant la personne responsable du centre, et des échanges et des partages entre l'ARC et le site qui soient fréquents, et en tout cas de bien se souvenir qu'on est je vais dire un mot en anglais, je vais chercher en français, que ce soit vraiment du donnant-donnant. Voilà. Donc on donne des informations, on aide, mais dans les deux sens. En ce qui concerne le sponsor, il nous est apparu important que la communication soit établie, en tout cas le mode de communication soit établi dès le début avec le centre, et de se mettre d'accord comment je vais communiquer avec vous, par mail, par téléphone ou par texto, mais que tout soit bien dit dès le début. De définir et de communiquer les apports du sponsor. Voilà, c'est pas au dernier moment qu'on dit ah oui mais il faudrait faire ci et ça et signer les 4 pages du document, et d'anticiper bien sûr et d'accompagner les partenaires. Et quand on dit les partenaires, c'est à la fois la CRO et le centre et toutes les personnes du centre qui interagissent dans les sites. Voilà les grands thèmes qu'on a qui s'est dégagés. Et je ne sais pas si vous voulez rajouter. Bon, vous remercie. Et en tout cas, merci aux participants. Les challenges et lacunes. Donc on a vraiment travaillé sur les 3 axes, convention unique, modification de la réglementation des CPP et IMR 003. Pour la convention unique, comme je vous disais, on a vu, il y a même M. Zéclaoui qui était présent, et a priori, dans la prochaine, dans le travail du DL, vous savez, qui est fait sur les 2 ans, sur l'attractivité de la recherche en France, ça montrerait une diminution de 30% des délais quand même sur les délais de signature des conventions pour les hôpitaux publics, ce qui est énorme. Donc il y a vraiment eu un gain de mise en place de cette convention unique, donc on est ravis qu'elle s'applique maintenant également aux instituts privés. On a beaucoup parlé de l'applicabilité au secteur privé et notamment aux cliniques de cette convention unique. De la réticence de certains établissements et voir quels étaient nos recours si un établissement ne souhaitait pas utiliser la convention unique. L'implication des structures tierces, avec une accréditation ou non, et puis l'appel d'offres. Le calcul des contreparties. Donc là, clairement, la DGOS ne donnera pas de recommandations par rapport à un calcul de contreparties qui ne sont pas forcément financières, comme nous l'a précisé la DGOS ce matin. Nous avions aussi discuté un petit peu de conseils qui pouvaient être donnés par la DGOS, mais la DGOS ne légiférera pas sur tout. Donc il faudra aussi qu'il y ait un travail de notre part qui soit fait sur certains aspects. Et puis, nous avons discuté de l'applicabilité aux études non interventionnelles, et clairement, ce n'est pas prévu pour l'instant, peut-être que plus tard, mais en tout cas, là, il n'est pas prévu que la convention unique soit applicable prochainement aux études non interventionnelles. Dans les recommandations, donc ce qu'on souhaiterait, ce qu'on veut, c'est vraiment que la pro soit alerte auprès de la DGOS pour les établissements qui ne souhaitent pas utiliser cette convention unique. Alors c'est pas pour la délation, mais c'est vraiment pour qu'ils soient au courant de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Donc on demandera à nos adhérents de revenir vers nous pour qu'on puisse compiler et ensuite envoyer à la DGOS, parce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir aussi ces aspects terrain. Concernant les contreparties, donc la DGOS ne nous donnera pas de recommandations. Nous avons proposé au LEM de mettre en place un groupe de travail pour qu'il y ait une homogénéisation sur le travail des CRO et LEM. Et nous avons demandé à la DGOS d'être consultée en tant qu'AFRO sur les prochains amendements, arrêtés, etc. Je ne serai pas perturbée. Challenge et lacunes pour les CPP. Nous avons également discuté beaucoup des aspects pratiques, puisque pour les CPP, c'est également beaucoup de changements. Donc certains n'appliquent pas encore pour l'instant toute la législation. Donc nous avons parlé des dossiers papier, du nombre de formulaires demandés, des délais, de la classification, études à faible risque ou études non interventionnelles, sur l'extension des études, etc. Donc ça a vraiment été très riche. Il est reconnu que tous les CPP actuellement n'appliquent pas totalement les recommandations. Il faudra sans doute du temps, mais il y a des formations prévues avec les CPP, il y a des discussions prévues par la DGS avec les CPP pour que cela tourne mieux rapidement.
CPP pour que nous puissions alerter la DGS, pour qu'ils puissent adapter leur formation, les informations qui sont données. Nous avons demandé à ce que pour des études d'extension ou ancillaires, il n'y ait pas de tirage au sort et qu'on reprenne le même CPP que pour l'étude initiale. Ça nous paraît vraiment important sans enlever l'indépendance des CPP qui est si chère à la DGS. Réintégrer les documents patients, parce que si vous avez été vigilant dans les décrets de constitution des dossiers, le CRF n'apparaît plus dans la soumission CPP, les questionnaires patients non plus, ce qui nous paraît un non-sens. Et puis également, nous avons demandé à la DGS d'impliquer l'AFRO, parce que je pense que nous sommes un interlocuteur important pour les prochains décrets et arrêts. Merci. Il reste moins d'une minute. Comme j'en ai pour 45 minutes, il y aura 40. Donc, comme le débat sur la MR003 était particulièrement riche, un des éléments clés quand même qui ressort, c'est que sont exclus de cette MR003 des études rétrospectives, donc l'utilisation secondaire de données déjà collectées, ce que tout le monde a découvert un petit peu avec surprise, qui va être remonté à qui de droit pour essayer d'amender cette MR003 qui se vide après de toute sa substance. Beaucoup de questions aussi sur les nouveaux designs d'études non interventionnelles qui font appel à la sollicitation directe patient ou du contact direct patient, qui apparemment sont aussi exclus de cette MR003. Plusieurs questions aussi sur les amendements, comment gérer les soumissions, les resoumissions pour des études qui avaient déjà été approuvées avant la publication. Des éléments quand même intéressants sur la notion de consentement, même s'il n'est pas obligatoire, il est relativement conseillé, et une reconnaissance apparemment de la validité du e-consentement, ce qui est intéressant dans le cadre de ces études. La précision sur le fait que les grilles d'analyse de risque doivent être élaborées projet par projet et non pas de façon macroscopique par type de société. Quelques témoignages d'impatience vis-à-vis des délais de réponse de la CNIL et comment essayer de maîtriser au mieux ces délais. Là encore aussi la notion de pouvoir consulter la CNIL quand on a des hésitations et des questions sur le triage des études, sachant que pour l'instant la CNIL ne semble pas très ouverte à mettre en place son système de consulting. Clarification aussi sur le fait que les post-authorization safety studies peuvent bien faire partie de la MR003, c'est des systèmes de pharmacovigilance qui sont exclus. Durée et conservation des données, il semblerait qu'on puisse utiliser le même référentiel existant, c'est-à-dire 15 ans. Et des précisions sur le transfert de données hors Union européenne qui apparemment ne s'est pas simplifié. Donc, je vous passe toute la liste de différentes questions techniques sur la possibilité d'utiliser une norme de référence qui est censée nous faciliter la vie et accélérer l'approbation. Donc, notre plan, c'est de faire un système de questions-réponses que l'AFRO finalisera avec le groupe de l'UANI, parce que la démarche avait été initiée par le groupe de technologie, et qu'on enverra à la CNIL pour stimuler et qui valide les réponses. On alerte tout de suite la CNIL, je pense que j'ai fait cet après-midi, sur le problème des études rétrospectives, et on va quand même suggérer un guichet pour nous permettre d'avoir des réponses et un triage préalable. Merci. Doit nous apporter ces associations de patients pour nous aider à réaliser nos études. En fait, il y avait 30 personnes dans la salle et les discussions ont été partagées avec l'ensemble. Il y avait pas mal d'autres associations de patients, d'autres promoteurs, des CRO, essentiellement dans notre public. Donc, la première chose qui est ressortie des discussions, comment peut-il nous aider ? Eh bien, une évidence, l'aide à la rédaction ou à la validation des documents destinés aux patients, la fameuse notice d'information. Donc ça surprend personne, mais ils sont tout à fait disposés et certainement très utiles à valider que nos notices d'information soient compréhensibles pour les patients qui les représentent au sein de leurs associations.
On leur a demandé aussi, est-ce qu'il y a une possibilité d'aider au recrutement? Nous avions comme idée qu'ils avaient des bases d'adhérents et qu'on n'allait pas leur demander les noms, ça c'est évidemment pas possible, mais qu'en leur donnant les critères d'éligibilité du protocole, ils puissent nous dire, avec la base de données que nous avons, ben voilà, vous aurez un recrutement aisé ou pas parce que ce patient est rare. En fait, ils nous ont dit non, sûrement pas. On a des adhérents, mais c'est pas on n'informatise pas des données caractérisant leur pathologie. Donc, sûrement pas, quelques grosses associations sont capables de le faire, mais la majorité non. En revanche, ils sont tout à fait disposés, et je pense que c'est une très bonne idée, à pouvoir relayer l'information auprès de leurs adhérents de l'existence d'un essai particulier qui peut intéresser ces patients. Oui. On manque, et apparemment ce qu'il manque c'est de l'information pour l'essai. On fait des newsletters pour nos investigateurs, extraits de bon temps et logique d'en faire pour les patients également. Et pourquoi pas utiliser pour ceci un site internet dédié aux patients pour les informer sur l'essai. Enfin, le dernier point qu'on a discuté avec eux, c'est sur l'information des patients quant aux résultats de l'étude. Alors ça, oui, ça les intéresse, mais une vulgarisation, je ne sais pas si le terme est bien approprié, mais vous voyez ce que je veux dire, de rendre accessible aux patients qui ont participé aux essais, de rendre les résultats accessibles à leur lecture. Mais aussi, ce qui les intéresse beaucoup, c'est l'après-étude. C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir d'autres études avec ce médicament? Est-ce qu'il y aura des ATU avec ce médicament? Vous l'avez compris, un challenge important pour des patients ayant participé, d'abord savoir sous quel traitement ils étaient, puisque si on est dans un essai randomisé, c'est important de le savoir. Et ils ont rappelé l'importance que ce soit l'investigateur qui leur explique aussi les résultats et leur donne la nature du traitement, mais également la possibilité pour eux d'avoir un accès, de savoir au moins s'ils pourront avoir accès au traitement. Le dernier point, c'est qu'on a discuté avec eux là, du futur, des actions à mettre en place ensemble, AFPRO, Association de patients, promoteurs, investigateurs. Donc, ce qu'ils ont exprimé le plus fortement et très clairement, c'est un besoin en formation. C'est-à-dire, ils veulent qu'on partage avec eux notre savoir sur notre métier. C'est quoi le développement d'un médicament? Ça correspond à quoi? Le déroulement d'un essai, en pratique, c'est quoi? Pourquoi ces contraintes imposées par les grands principes de la méthodologie des essais cliniques? Pourquoi la randomisation? Pourquoi le double aveugle? Expliquer tout ça, avoir aussi une explication sur les acteurs, les CRO. Le trend des nombres d'essais cliniques en Europe est assez dramatique. Vous voyez, il y avait 5000 et il va assez réduire. Des réponses par pays, parce que ça nous semblait quand même plus intéressant d'avoir un groupe France, un groupe des pays occidentaux qui ont à peu près une médecine et une recherche clinique qu'on va pouvoir considérer comme assez semblable, et des pays de l'Est et Asie. Alors ne m'en voulez pas si j'ai fait des regroupements, je dirais, qui ne nous conviennent pas, mais il fallait bien faire quelque chose. Donc, sur la perception de la qualité, on demandait, dans votre pays, comment jugez-vous la qualité de la recherche clinique? Et donc, vous aviez, selon l'échelle de VA, vous aviez des réponses, et on voit que les Français sont un peu plus critiques à l'égard de leur recherche clinique que les Occidentaux et que les pays de l'Est et les pays d'Asie. On demandait la même chose pour la reconnaissance par les autorités de santé des données de mon pays. Et vous voyez que, je vous dis encore que ce ne sont que des impressions et la restitution d'impressions. Là, c'est pas, j'ai été dans la base de données et j'ai vu que... Est-ce que vous considérez que vous avez des hôpitaux modernes de bonne qualité dans lesquels on peut faire la recherche clinique? Là encore, je dirais que les résultats sont assez similaires d'un pays à l'autre, mais il n'y a pas de pays qui sont plus mauvais. Je dirais. On voit la France très critique à l'égard d'elle-même, mais c'est assez classique. Bon, l'anglais, c'est pas une surprise. On juge qu'on ne maîtrise pas l'anglais, comme les Américains peuvent maîtriser l'anglais ou les Anglais, hein, ça c'est sûr, ou même les pays d'Asie. Donc là, ça c'est sur la perception de qualité. Sur tout le processus réglementaire.
dans votre pays, je répète, dans votre pays, comment vous jugez la rapidité des démarches réglementaires dans le pays. Là, la France était un petit peu en dessous, mais pas très loin, on trouvait les pays d'Asie et d'Europe de l'Est. Mais je suis très confiant parce qu'on a vu, on verra la reste. Le sondage était avant et derrière en mesure. Exactement, exactement. Depuis, il y a des mesures qui sont prises et on espère que ça va changer. En tout cas, dans la perception et dans la réalité. Dans la facilité à contracter dans mon pays. C'est pas évident en France. Hein. On voit que c'est pas là où on est les meilleurs. Là encore, ça va changer. Et on voit que les pays, je dirais, occidentaux, les pays d'Asie et de l'Est, ce n'est pas un problème majeur. En ce qui concerne le processus de comité d'éthique de mon pays, là, on se rapprochait quand même. On se rapprochait des autres. Ce qui est curieux, c'est que moi, j'attendais à ce qu'on soit en tête, parce que quelque part, ça fait longtemps qu'on a un seul comité d'éthique central, et que dans beaucoup de pays, c'est un peu plus compliqué. Bon, je crois qu'on est un peu plus sévère avec nous-mêmes. Et les râleurs, hein. Ensuite, on s'intéressait au recrutement de patients. Et on demandait, selon vous, quelle est la rapidité de recrutement de patients dans votre propre pays? Eh bien, en France, on considère qu'on recrute un petit peu moins bien, mais enfin, c'est pas tellement mieux, je dirais, dans les pays occidentaux. Par contre, les pays d'Europe de l'Est et d'Asie, on sait qu'en général, ils recrutent plus facilement. Donc, quelque part, là, c'est pas trop surprenant. Le respect des engagements donc, des investigateurs hein, dans son propre pays, bon, c'est à peu près similaire, les résultats sont à peu près similaires. On demandait également des spécialités qui ressortent. Bon, on ne peut pas en conclure grand-chose. On voit que l'oncologie en France, on a souvent entendu dire l'oncologie, il y a effectivement la spécialité, mais on n'est pas les seuls à dire l'oncologie. Les autres continents ou les autres territoires disent la même chose. Et bon, on a ces citations, je vous les présente telles qu'elles ont été récoltées. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, ce ne sont que des perceptions, hein, ce ne sont pas des données, encore une fois j'insiste. Ça c'est vraiment un des points clés à retenir. Des publications et vote et publications, il y a une période de transition de 3 ans qui va s'ouvrir, au terme de laquelle tous les dispositifs déjà marqués CE devront avoir été mis en conformité, ce qui implique une refonte des dossiers techniques de la quasi-totalité des dispositifs à réaliser d'ici 3 ans. Et donc un gros travail à la fois réglementaire, mais aussi d'analyse clinique et cas échéant, de mise en route d'études. Et dernier point, d'alerte, attention au choix de l'organisme notifié qui va accompagner l'industriel dans la certification, dans le marquage, car aujourd'hui, 19 d'entre eux ont pris un engagement de conformité avec le nouveau règlement, et ce qui présage des mauvaises surprises pour certains industriels qui risquent de se retrouver sans marquage. Voilà, merci beaucoup à tous les participants de l'atelier. C'est pas voilà, c'est pas forcément un endroit où on augmente la recherche technique, mais c'est quand même pour des raisons et effectivement des fois d'innovation, de qualité des personnes là-bas aussi, c'est un peu le passage obligé. Il y a pas basiquement et classiquement, je ne vais pas dire ça, mais effectivement la Chine maintenant fait partie dans les plans de développement clinique de Sanofi. On se retrouve dans la même configuration que celle qui était celle du Japon dans les années 90 ou 2000, où le Japon venait toujours en deuxième partie de développement. Définitivement aujourd'hui, la Chine est intégrée dans les plans de développement depuis le début, et on s'interdit d'aller en Chine que pour des bonnes raisons et pas parce qu'on les aurait oubliés ou parce qu'ils sont loin, etc. L'Europe de l'Est, pour parler de l'Europe, est définitivement des endroits où voilà, on a encore des bons recrutements, la Pologne, la Russie, tout ce genre, ces pays d'Europe de l'Est, ce sont des pays où on va. Et donc, franchement, tout ce que j'ai énoncé, encore une fois, au niveau des sites investigateurs, plus de disponibilité, peut-être le terme n'est pas choisi, mais en tout cas, une volonté qui fait que il y a du temps et se consacrer à l'essai clinique. Et moi, ce qui me paraît quand même, ce qui nous paraît le plus important, c'est
d'essayer de communiquer encore une fois et de dire que participer pour les patients, parce que c'est d'eux dont on a besoin, à la recherche clinique, c'est participer à l'innovation, c'est participer à faire progresser la recherche, c'est participer à mettre plutôt des nouveaux traitements au point et sur le marché pour soigner les pathologies. Je crois que c'est vraiment ça. Il n'y a pas forcément de choses miraculeuses. On a à peu près tous les ingrédients. Il suffit simplement de les améliorer, de les aligner, de les coordonner. Sur le patient. Donc, dès le début, bien définir la classe de dispositifs qu'on va utiliser, si c'est invasif ou non invasif, et par la suite déterminer le niveau de risque de ce dispositif. Parce qu'on peut avoir des dispositifs non invasifs, mais qui vont avoir une action sur le patient par des radiations, par des choses comme ça, qui seront bien à définir. Et là, on va définir le risque de faible à une classe plus élevée. Plus les dispositifs qui sont implantables, qui maintenant vont être rapprochés dans la classe 3 des dispositifs de type risque élevé. Ensuite, il faut bien que le promoteur définisse la population cible pour son dispositif. Il est important, et ce n'est pas souvent le cas, que la communication soit bien comprise avec le promoteur pour que celui-ci détermine bien dans quel sens il va aller, définir la voie qu'il va choisir, parce que ça peut avoir des conséquences par la suite dans les dossiers qui vont être soumis et dans les interactions qu'il va y avoir avec les autorités réglementaires des différents pays. On voit pour certains dispositifs que par exemple en amont, certains dispositifs ou même dans les examens qui vont être faits chez les patients avant l'implantation du dispositif, qu'il va y avoir des radiations. Et par exemple, si on prend le cas de l'Allemagne, pour un certain nombre de radiations, il faudra soumettre à certaines autorités parce que le niveau de radiation sera supérieur à la norme habituellement utilisée. Voilà, c'est des petits exemples un peu concrets. Est-ce que tu as des choses ? On oublie un peu de demander leur avis à l'utilisateur final ou au patient. Alors super, par exemple, ils ont inventé une super prothèse de hanche, un matériau extraordinaire, léger, qui tient sur la durée, etc. Sauf que cette prothèse de hanche, alors qu'avec les anciens modèles, on mettait 4 heures à la poser, là on va mettre 25 heures. Je dis n'importe quoi, mais avec tous les potentiels risques qui sont associés à une opération sur une longue durée, la fatigue du chirurgien, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont bien importants à définir. Nous, on a eu un cas concret il y a très longtemps chez RCTS, un fabricant qui avait inventé une boîte à pilules. Alors qu'il y avait des freins, des sonnettes qui sonnaient quand il fallait prendre la petite pilule et tout. Vraiment super. On ne pouvait pas se rater avec ce. Sauf que ces pilules, enfin cette boîte était destinée à des patients, et surtout des patientes, hélas, parce que les femmes sont plus souvent atteintes que les hommes, atteintes de polyarthrite rhumatoïde, qui avaient les mains comme ça, et qui ne pouvaient pas attraper leur pilule dans la boîte. Donc, voilà, c'est un exemple tout bête, hein, mais pour vraiment, enfin c'est presque caricatural, mais hélas il est arrivé, et c'est pour ça, à mon sens, qu'il est vraiment important de bien cibler. C'est vrai que dans le médicament, on parle du patient et de l'effet sur le patient. Là, le device, il va y avoir aussi l'utilisation du device qui va être importante. Avec, on verra, toute la phase d'apprentissage par les investigateurs. Ça, on y reviendra, mais voilà, ça c'est, à mon avis, c'est un des points clés. Donc cette phase de préparation, elle est vraiment cruciale dans la mise en place d'un essai clinique, et elle a forcément une répercussion immédiate en monitoring, puisque le monitoring, c'est pas uniquement monitorer les données, mais c'est aussi mettre en place l'essai auprès du centre. Et voilà, il faut que ce soit bien réfléchi en amont et que l'ARC soit vraiment au fait de des informations qu'il va transmettre aux investigateurs et au centre. C'est vrai que c'est l'aboutissement de toute cette préparation qui amène après les ARC sur centre à faire le bilan de ce qu'il y a. Et comme tu l'as précisé, effectivement, un mauvais apprentissage où, par exemple, quand des questionnaires sont donnés aux patients, tout en amont doit être réfléchi. C'est-à-dire qu'il y a les contrats avec les centres, c'est-à-dire que si les contrats sont mal évalués et que, effectivement, le temps
temps des infirmières ou de recherche sur centre est mal évalué en amont, elles n'auront pas le temps suffisant et elles ne sont pas payées pour bien expliquer au patient comment utiliser son dispositif et comment bien remplir un questionnaire. Donc par la suite, on arrive sur centre, l'ARC est obligé de batailler pour obtenir les informations. Il y a une situation conflictuelle qui peut émerger de ça. Les données qui sont récupérées sont malheureusement imparfaites. Et donc au final, on a des résultats qui sont faussés, le client n'est pas satisfait, mais si effectivement la discussion est en amont et que le client est bien informé sur les risques potentiels, ça c'est une expérience qu'on apprend malheureusement au fur et à mesure des études sur lesquelles on est. Malheureusement, c'est des échecs qu'on apprend le plus et qui permettent par la suite effectivement d'évoluer dans le discours qu'on a avec le promoteur et de dire attention, vous avez une étude compliquée, vous avez beaucoup de questionnaires, ça suppose beaucoup de temps, ça suppose un bon apprentissage, ça suppose une bonne sélection, on va revenir là-dessus, ça suppose une bonne sélection des gens qui vont intervenir avec une expérience vraiment particulière. On a des études catastrophiques où effectivement malheureusement c'est politiquement intéressant pour le centre d'avoir les key opinion leaders dans certains pays et on a des professeurs notamment en cardiologie, pour ne citer que, qui savent tout mieux que tout le monde, mais malheureusement l'équipe de recherche qui est derrière est soit reléguée aux basses tâches et a vraiment une pauvre motivation dans son implication, soit n'a pas l'expérience nécessaire pour participer, et là on est dans des situations malheureusement où après on doit mettre des rustines là où ça fuit partout. C'est souvent une course contre la montre. Donc, j'imagine que tout le monde connaît un petit peu les différentes phases du médicament, donc je ne vais pas non plus refaire un cours là, plutôt axé éventuellement. Voilà, c'est possible monitoring, et puis ça parlera peut-être plus à la fin sur le monitoring. Là, on va plutôt basculer dispositifs médicaux, et j'avais choisi de vous faire des slides plutôt générales sur ce qui se passe en Europe, plus des slides particulières sur ce qui se passe en France, parce que vous le savez peut-être, il y a une loi qui est passée, la loi Jardé, qui s'applique depuis novembre, et donc les définitions, les choses ont un petit peu évolué. On a choisi de vous laisser un petit peu tout ça, parce que pour vous, ça vous fait un support aussi après qui peut vous servir éventuellement, suivant l'expérience que vous avez, ou des choses importantes à se souvenir dans le cas de développement des différentes phases d'études. Donc on commence par les études pré-market. Donc typiquement le dispositif vient de faire la phase préclinique. Le client a préparé son dossier technique, a récupéré aussi des informations de la littérature, etc. Arrive avec son dispositif et c'est le moment de la soumission. On fait une phase pré-market. Donc ça concerne bien les dispositifs pour l'instant. Alors on va faire tout de suite un parallèle AMM marquage CE. Donc on est dans une période où on n'a pas de marquage CE, donc c'est pré-AMM pour le médicament. Ou alors on a le marquage CE, mais typiquement le dispositif va être utilisé dans une autre indication thérapeutique. Typiquement, vous avez un brassard qui a été utilisé pour la consolidation osseuse, certains d'entre vous connaissent peut-être, et au lieu d'utiliser pour des fractures du coude, ça va être utilisé, ils ont développé un brassard un petit peu plus gros, qui va être utilisé pour les fractures de la rotule, enfin dans d'autres endroits. J'imagine que tout le monde connaît un petit peu les différentes phases du médicament, donc je ne vais pas non plus refaire un cours là, plutôt axé éventuellement. Voilà, c'est possible monitoring, et puis ça parlera peut-être plus à la fin sur le monitoring. Là on va plutôt basculer dispositifs médicaux, et j'avais choisi de vous faire des slides plutôt générales sur ce qui se passe en Europe, plus des slides particulières sur ce qui se passe en France, parce que vous le savez peut-être, il y a une loi qui est passée, la loi Jardé, qui s'applique depuis novembre, et donc les définitions, les choses ont un petit peu évolué. On a choisi de vous laisser un petit peu tout ça, parce que pour vous, ça vous fait un support aussi après qui peut vous servir éventuellement, suivant l'expérience que vous avez, ou des choses importantes à se souvenir dans le cas de développement des différentes phases d'études.
Donc on commence par les études pré-market. Donc typiquement le dispositif vient de faire la phase préclinique. Le client a préparé son dossier technique, a récupéré aussi des informations de la littérature, etc. Arrive avec son dispositif et c'est le moment de la soumission. On fait une phase pré-market. Donc ça concerne bien les dispositifs pour l'instant. Alors on va faire tout de suite un parallèle AMM marquage CE. Donc on est dans une période où on n'a pas de marquage CE, donc c'est pré-AMM pour le médicament. Ou alors on a le marquage CE, mais typiquement le dispositif va être utilisé dans une autre indication thérapeutique. Typiquement vous avez un brassard qui a été utilisé pour la consolidation osseuse. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Et au lieu d'utiliser pour des fractures du coude, ça va être utilisé, ils ont développé un brassard un petit peu plus gros, qui va être utilisé pour les fractures de la rotule, enfin dans d'autres endroits. Ça va être vrai pour le médicament aussi. Je vais peut-être me permettre de faire le parallèle en règle générale. C'est vrai que le médicament, autant en DM on parle de marquage CE, le médicament ça va être l'AMM et les définitions que tu as données sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin aussi d'essais cliniques. Voilà. Typiquement, j'ai eu une étude, j'en reparlerai peut-être après, où effectivement on avait combinaison médicament-dispositif avec dispositif prioritaire. Je vous l'expliquerai après, mais le médicament lui-même avait le marquage CE, utilisation pour le cancer de la prostate, et on l'a utilisé dans un cadre ophtalmologique. Donc rien à voir, mais AMM, donc les informations ont été fournies, et donc utilisation dans une autre indication thérapeutique. On n'a pas refait de dossier dans ce cas-là pour obtenir un AMM dans une autre indication, ça a été une extension de son indication. On a basculé dans soumission classique dispositif médical avec la NSM qui a fait une information au département pharmaco sur, et après on reviendra dessus, mais, le suivi sur les risques associés à ce médicament. Donc, comme d'habitude, soumission obligatoire à un comité d'éthique, plus autorité compétente, plus la CNIL pour la France et le CNOM. Bien sûr, vous êtes tous familiers, hein, vous dites s'il y en a qui... Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que c'est du super connu pour vous, n'hésitez pas à me dire, on peut avancer... c'est quoi L'ordre des médecins. Alors là, c'est le conseil national, des fois il y a le conseil départemental. Donc c'est la déclaration du médecin, on s'assure que le médecin déclare bien l'étude dans laquelle il participe et qu'il va recevoir des paiements dans le cadre de cette étude. Donc typiquement, ça commence comme ça, on prépare un dossier avec les documents que j'ai mentionnés ici, donc un protocole d'étude, un consentement, une brochure investigateur qui va développer un petit peu tout ce qui a été fait auparavant en phase préclinique et qui va indiquer aux médecins comment utiliser au mieux son dispositif, une IFU qui est plus centralisée sur l'utilisation de ce dispositif, l'assurance, notice d'utilisation du dispositif qui n'existe pas dans le médicament. Voilà. Dans le médicament, on va parler de brochure investigateur ou du dossier du médicament quand on fait la soumission à l'AMM, mais on n'aura pas l'équivalent de l'AFIU. Parce que dans l'AFIU, excuse-moi, il va y avoir aussi comment utiliser le dispositif. Le médicament, il y aura peut-être ça d'expliquer, c'est pilule, on l'avale, il faut peut-être doser, si en oncologie, il faut reconstituer quand même, il y a quelques petites... Mais c'est pas forcément aussi complet que dans le Instruction for Use du dispositif. Typiquement, l'IFU, la notice d'utilisation, ça va être un résumé, un condensé pratique pour les médecins qui vont être en salle de chirurgie, par exemple, un reminder des informations clés sur le traitement du patient pendant et potentiellement post-implantation. Et du coup, cette IFU, vous allez voir, c'est un élément clé parce que quand on va basculer en post-market, l'IFU va rester, l'IB va disparaître parce que l'IB au début condense toutes les informations qu'on a. Une fois qu'on a le marquage CE, on sait qu'on a toutes les données nécessaires, ça a été appliqué chez des patients et donc du coup ce qu'il faut après, c'est avoir une notice d'utilisation qui sera traduite dans tous les pays, dans toutes les langues, dans les pays où on utilisera le dispositif bien sûr, parce qu'on sait tous qu'en France, l'IFU en anglais, sera parfois très mal comprise. On a un très bon niveau en anglais.
Donc, je parle aussi d'assurance, bien sûr, pour couvrir les patients. Et les autres documents, bien sûr, donc le CRF notamment, mais aussi les autres documents patients, qui sont les questionnaires, des choses comme ça. Tout ça, c'est un dossier qui est préparé en amont, et donc dès que ce dossier est prêt, c'est justement l'objectif de la CRO, déterminer où on va le soumettre, et à ce moment-là, voir aussi se mettre en contact automatiquement avec les centres qui ont été sélectionnés, pour voir avec eux, alors ça c'est une autre partie aussi qui apparaît, c'est-à-dire le contrat. Alors vous le savez peut-être tous, maintenant en France on a fait une très bonne chose, le contrat unique, donc on verra après, mais en gros le contrat doit regrouper plusieurs informations, tout ce qui va être surcoût, donc c'est là aussi qu'il y a une intervention de la CRO qui est importante, c'est à partir du protocole et avec l'aide des médecins, déterminer ce qui est de la routine dans la pratique, et tout ce qui va dépasser le cadre de la routine habituelle de traitement des patients. Et tout ça, ça va avoir un certain coût qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale et donc qui va être déterminé en amont dans le contrat en vue de remboursement ultérieur par l'entreprise qui finance cette étude. Et du coup, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, dans la phase de préparation, bien évaluer qui va utiliser, parce que pour un dispositif, il pourra y avoir plusieurs utilisateurs ou plusieurs personnes autour du dispositif. Je ne sais pas si c'est simplement un stent cardiaque, par exemple, ou un tracrânien. Il va quand même aussi y avoir la personne en imagerie qui va faire les angiographies, il va y avoir l'anesthésiste, il va y avoir... Donc c'est pas simplement utiliser le dispositif, c'est tout ce qui gravite autour. Donc ça, c'est important au niveau du monitoring, parce que c'est des personnes que potentiellement il faudra rencontrer, former, etc. Et au niveau du contrat, parce qu'il va falloir évaluer la quantité et la charge de travail de chacune de ces personnes-là. À partir du moment où ça va être, après ça dépend si on est en pré-market ou en post-market, mais en l'occurrence on est en pré-market, donc ça va être des choses qui vont être demandées particulièrement pour le protocole, donc qui vont être monnayables. Voilà. La deuxième partie, la plus importante bien sûr, c'est le paiement du médecin, on le sait tous. Et donc il va y avoir une certaine négociation. Alors là aussi c'est pareil, c'est des petites choses qui sont discutées au début quand vous mettez en place l'étude, qui fait quoi. Parce que des fois c'est le promoteur qui va être en charge de ça, des fois c'est la CRO qui va le gérer. Bon, voilà, c'est des petites choses, et donc le paiement d'études comme tu as mentionné. Je vais prendre tout de suite l'exemple d'une étude en gastro, qui est une étude extrêmement compliquée, dont je suis en charge. Typiquement, c'est une étude totalement novatrice. Vous savez tous que, enfin, je ne sais pas si vous connaissez les malades qui sont atteints de Crohn ou qui ont des pathologies digestives suite à un cancer du côlon, etc., qui ont ce qu'on appelle une stomie, une évacuation en fait, une jonction, enfin, il n'y a plus de jonction iléo-anale, et donc il y a une dérivation qui est faite et les patients ont des poches pour évacuer leur contenu. Vous voyez, c'est pas très glamour comme la cardio, mais ça a son intérêt aussi. Et là, le promoteur arrive vers nous avec un dispositif totalement novateur, c'est la chirurgie digestive, c'est vraiment très complexe. On arrive avec quelque chose qui est vraiment très compliqué. Ils ont fait 2 études auparavant qui ont donné des résultats mitigés. Ils n'ont pas un dossier préclinique qui est parfait. Bon, ils arrivent et donc c'est à nous de débrouiller un petit peu tout ça, de présenter un dossier qui tient la route, de penser à tout ce qui va se passer, parce que là on est vraiment dans du totalement neuf, on n'a pas de comparaison, si ce n'est l'utilisation de poche, donc rien du tout. Et là on doit faire une évaluation des patients, de la qualité de vie des patients. Donc en amont on essaye de penser à tout, mais on a une pression du promoteur pour que tout soit soumis en temps et en heure, et typiquement avec ce promoteur-là c'est une gageure, c'est tout le temps pour le lendemain. Un protocole qui est totalement... Pardon, pour la veille, oui. Pour la veille, c'est déjà trop tard le jour même. Un client extrêmement désagréable qui prend tout le monde de haut. Et donc un protocole de 10 pages. Donc 10 pages, c'est rien du tout. Avec juste des informations par-ci, par-là. Tenez, vous vous en chargez, vous soumettez. Donc là, c'est un sacré challenge, déjà pour lui dire, vous avez totalement tort dès le début.
et puis lui répondre vous êtes un idiot dès le début. Donc un discours, une discussion quand même s'engage. Trouver les partenaires aussi médicaux pour faire une revue médicale de ce qui a été fourni, parce que personnellement je suis biologiste, je ne suis pas un spécialiste gastro, et que quand on soumet à une autorité compétente en France, par exemple à la NSM, on a quand même des spécialistes qui sont appelés à la rescousse pour revoir des protocoles, c'est pas non plus des novices, et que nous donc, la CRO aussi, c'est une image qu'on donne, donc on ne peut pas se permettre d'amener n'importe quoi, sauf quand le client dit vous ne revoyez pas et vous soumettez ce qu'on vous donne, auquel cas, pas le choix, c'est un contrat, malheureusement, des fois on n'a pas trop le choix. Même en tant que PM, on ne peut pas trop aller contre la marée. Donc, tout simplement pour vous dire quelque chose qui a dû être fait rapidement, des choses qui ont été réfléchies, pensées, etc. Un CRF qui est plus ou moins bien passé, mais des petits couacs. Par exemple, un questionnaire de qualité de vie du patient qui n'a... Alors, j'avais essayé de faire fin, c'est-à-dire on avait un questionnaire d'utilisation de poche avant que la cicatrisation se fasse et que le patient utilise un autre type de dispositif. On avait essayé d'entraîner le patient à utiliser un questionnaire de qualité de vie. On s'en fichait, même si on avait des mauvais résultats, des mauvaises récupérations, on s'en fichait, c'était un entraînement. Malgré ça, des questionnaires non distribués, des questionnaires non retournés par les patients, on arrive sur centre. Malheureusement, c'est une évaluation générale, globale, sur une nouvelle pathologie, sur une évaluation qui dit est-ce qu'il y a des fuites, est-ce qu'il n'y a pas de fuite, quels sont les degrés de fuite, évaluer un petit peu à la louche, si je puis dire. Et donc, vous voyez, quelque chose de très compliqué. Oui, on apprend beaucoup de blagues en gastro, surtout avec des jeunes pareils. Donc voilà, une étude qui tient la route. Le dispositif a obtenu le marquage CE. On est dans une phase secondaire de post-market. Mais malgré tout, un certain goût d'imparfait. Ça peut jamais, de toute façon, une étude ne peut jamais être parfaite. On est pressé par le temps. À moins d'avoir un client, un promoteur derrière qui est parfaitement organisé, une grosse structure. Malheureusement, je pense que c'est dans le même cas que moi, c'est pas toujours des grosses structures qui arrivent notamment pour le medical device. C'est souvent des startups. Et les startups, ils ont leur petite vision avec des gens qui viennent, des fois aussi des délocalisés qui sont en Europe. Ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué parce que pas la même notion, pas la même vision. Ces gens-là sont souvent du market et ont une petite expérience clinique mais pas suffisante. Et donc, on part des fois dans des divergences d'opinion sur certaines choses. Donc voilà un petit peu, je pense que je suis parti un peu divergé, mais qu'est-ce qui se passe pendant le truc? C'est bien sûr le suivi en pré-market, safety, tous les SAE, alors SAE, événements indésirables graves, EIG, sont reportés. On a un formulaire, alors je ne sais pas si vous êtes familier, le rapport Eudamed, dans lequel on met tous les SAE, qui soient ou non liés au dispositif ou à la procédure. Voilà. Voilà. Dans les définitions, ça c'est un élément. Voilà. Tu dois avoir le même problème. Les États-Unis, pour eux, ce qui se passe pendant la procédure, on devrait dire, il n'y a pas de lien. C'est à partir du moment où le dispositif est pété ou un truc comme ça, mais tout ce qui se passe avant, le fait d'ouvrir, le fait d'aller mettre le guide, etc. Tout ce qui est pour nous, les définitions sont claires. Alors je vais repartir sur les définitions. Un patient inclus, c'est un patient qui signe un consentement. Ça aussi, c'est un élément très compliqué à leur faire entendre, parce que pour eux, un patient inclus dans une étude, c'est un patient qui a signé un consentement, qui a passé tous les tests, qui a presque même reçu le dispositif avec succès, sinon on le dégage de l'étude. Donc, une discussion parfois très, très touchy avec ces gens-là, et ils sont plus nombreux que ce qu'on pense. Et la safety, donc oui, bien leur définir en amont les définitions, ce que c'est que les définitions pour nous en Europe. C'est pas une hospitalisation de plus d'un 4 heures qui est un SAE. C'est vraiment, on rentre dans les définitions, ça peut être, bon vous les connaissez, mais il y a cette petite note qui stipule que ça peut être aussi des device deficiency, alors ça ils n'aiment pas trop entendre ce genre de choses-là, qui pourraient avoir, parce que pour eux, à partir du moment où tout s'est bien passé, c'est pas reportable. Donc les devices, les déficiences du dispositif ou des mauvaises utilisations du médecin ou ce genre de choses qui auraient pu aboutir
Et quand on est dans le conditionnel, pour eux, c'est qu'on ça s'est pas produit, donc c'est bon. Mais malheureusement, il y a toujours ce risque évalué et évaluable. Et donc, voilà, des fois, on est obligé de pousser un peu pour que la safety se fasse. C'est vraiment l'élément clé. On leur dit que c'est une phase d'apprentissage, c'est du pré-market. Je pense que c'est ça le mot clé. C'est du pré-market, c'est l'apprentissage. Donc, dans l'apprentissage, il ne faut pas cacher. On est là pour apprendre de son dispositif. Et tout ce qui est caché, de toute façon, ressortira un jour ou l'autre avec la marée. Et si ça n'a pas été documenté correctement auparavant, c'est source d'énormes problèmes pour eux. Donc voilà un petit peu le discours que vous pouvez avoir, que vous avez certainement déjà eu. Ouais, tu veux intervenir ? Oui, dans le côté SAE, alors du côté médicaments, on a tous les définitions qui sont celles qu'on a depuis des années. Et qu'est-ce qui rajoute du DM, à part justement la déficience même du DM. Après, moi, c'est vrai que j'ai une vision DM qui est très réduite de ce qu'elle en est. Effectivement, je travaille en cardio, donc un stent, les coquilles, etc., tout ça j'ai vu. Les lunettes sont des DM, etc. Par exemple, un SAE pour des lunettes. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être, à part le fait que la lunette s'est cassée, la branche s'est cassée, et elle lui a transpercé l'œil et il va à l'hôpital. C'est justement là toute la difficulté dans un essai clinique, et c'est ce qu'on a beaucoup de mal à faire comprendre aux investigateurs. Ça commence à rentrer dans le médicament, mais on le verra tout à l'heure que c'est très difficile. Et c'est déjà difficile dans le médicament. Dans certaines pathologies, ceux qui ont l'habitude de faire des essais, ça commence à rentrer. Ceux qui ont moins l'habitude de faire des essais, c'est très difficile, et dans le DM encore plus. D'une part, parce que dans le DM, non, je vais revenir à la définition du SAE d'abord. Un SAE, ça peut être une hospitalisation. Vous sortez d'ici, vous vous faites renverser par un chien, vous vous retrouvez à l'hôpital, c'est un SAE. Et ça, les investigateurs, non, c'est le chien, il n'y a rien à voir. Mais non, mais c'est un SAE. Donc la définition du SAE, c'est vraiment la définition de base qu'on apprend dans nos cours des DILU, etc. Hospitalisation ou prolongation d'hospitalisation non prévue, mise en jeu du pronostic vital, décès, etc., etc. Voilà. Tout ce qui nécessite une chirurgie pour prévenir des risques éventuels sur les organes du patient. Voilà. Après, c'est vrai que dans le dispositif, quand on va récolter les informations du SAE d'un dispositif, dans le médicament, on va dire, est-ce que c'est lié au traitement ou pas, est-ce qu'il y a un lien avec le dosage du médicament ou pas. En gros, ça va à peu près s'arrêter là. Dans le device, ça peut être lié à la procédure. Est-ce que la procédure a bien été menée? Est-ce que le chirurgien n'a pas coupé l'artère fémorale pendant qu'il... C'est un petit peu dommage. Est-ce que c'est lié au dispositif? Est-ce que simplement... Ces patients qui ont les patients de la dernière chance, enfin, le dispositif de la dernière chance, malheureusement, c'est comme ça, des patients qui sont en fin de vie, qui ont d'énormes problèmes cardiaques, qui sont sur la liste des transplantations. Le patient arrive, il a le dispositif, et puis 2 mois plus tard, il reçoit une transplantation. Est-ce que c'est un SAE ou pas? Est-ce qu'on doit le déclarer ou pas? Alors, je ne sais pas, pour vous, est-ce qu'on déclare ou pas cet événement? Je le déclarerai, mais derrière le sponsor devrait faire la distinction entre est-ce que c'est dû au fait que c'est toujours l'imputabilité. Est-ce qu'il a reçu son cœur parce qu'il y a eu une aggravation de son état et que donc il est remonté dans la liste et que donc il a eu un cœur plutôt que ce qu'il aurait pu avoir, ou est-ce que c'est le cours normal, son cœur, le cœur disponible était parfaitement compatible avec lui. Et donc, dispositif, est-ce qu'il aurait eu? Et du coup, l'imputabilité à la procédure, aucune, ou non reliée, l'imputabilité par rapport au produit. Exactement. On est même dans la notion de savoir si c'est un SAE même, parce que comme tu l'as noté, si le patient est sur la liste des transplants, qu'il n'y a eu aucune aggravation, mais que tout simplement il y a un cœur qui a été rendu disponible et que l'utilisation du dispositif en lui-même n'a pas changé son degré de pathologie, à moins que ce soit un dispositif parfaitement miraculeux qui l'ait fait, vous connaissez les grades NYHA, et qui soit passé de 4 à 2 ou même 1 des fois. Pour certains qui ont des régurgitations mitrales assez importantes, ils sont traités avec
avec le dispositif, et puis bon, ça donne des résultats qui sont exceptionnels. Le cœur qui était hypertrophié retrouve une architecture un peu plus normale, le patient se sent mieux, il a des tests qui sont faits, qui sont bien mieux, etc. Là, pour le coup, si jamais il y a une transplantation qui se fait, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu quelque chose de soudain. Est-ce qu'il n'y a pas eu une autre chose qui s'est déclenchée et il y a eu une alerte ou alors, est-ce que, de toute façon, il était prévu et ça n'a pas vraiment changé son état, le traitement, donc il a été transplanté comme prévu. Auquel cas, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on a quand même une responsabilité de remonter cette information. Ce n'est pas un NSAE, pour moi ce n'est pas un NSAE, je ne le considère pas en tant que tel, mais par contre ça doit être documenté. De toute façon, ça va être documenté. Pourquoi? Parce qu'on va lui retirer le cœur, et donc forcément on va retirer normalement le dispositif avec. Donc il sort d'études, il y a la période de sécurité, de safety, qui suit cette intervention de 30 jours pour s'assurer que tout va bien, parce que quand même on a utilisé le dispositif. Généralement on conseille aux promoteurs d'avoir cette période de sécurité. Et donc, mais hormis ça, le patient sort d'études. Et donc, dans les explications données, c'est la transplantation cardiaque et le patient sort d'études. Sauf s'il y a des complications pendant la transplantation, bien entendu, qui sont liées à la transplantation, mais dans quel cas le patient avait toujours le dispositif. C'est dans le cadre d'une procédure faite sur le patient. La procédure s'est mal passée, le patient décède. Bien sûr que là, on va le reporter, parce qu'il y a une évolution critique, que le dispositif était toujours là, mais si le patient reçoit le cœur, là vous allez me poser la question, si le patient reçoit le cœur et que 2 semaines plus tard, on est toujours dans la période de safety de 30 jours, le patient décède, là on le reporte. Par contre, si on passe les 30 jours, si c'est bien écrit dans le protocole, d'où l'importance au début de bien regarder le protocole et de dire s'il y a quelque chose qui se passe et que le patient est sorti d'études, que la procédure est interrompue ou qu'il y a quelque chose et que le dispositif est explanté, on suit. Normalement, une explantation, on ne suit pas. Mais là, dans un cas particulier comme celui-là, bien sûr, il y a une safety. Donc c'est vraiment à bien définir initialement dans le protocole combien de temps on va suivre le patient.